Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, 45 minutes d'émission, de débat et de rencontre autour d'une personnalité de notre région. C'est un invité 3 étoiles qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Malheureusement pour nous, il est venu de Vauna dans l'Ain sans sa chartreuse de tourteau au caviar et sans son éclaté de homard au vin jaune. Georges Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette semaine, le guide Michelin vous a renouvelé pour la 34e année consécutive vos 3 étoiles. C'est une formalité pour vous après tant d'années ou il y a toujours un petit peu d'émotion, de suspense? Il y a 35 ans, c'est un peu une forme d'anniversaire quand même, parce que c'était lundi donc à Paris, une belle manifestation où s'est retrouvée toute la grande famille des cuisiniers honorés ce jour-là par le guide Michelin. Et il y a toujours un petit trac? Vous vous demandez après tant d'années si vous allez les avoir? Je pense qu'il y a toujours une forme d'appréhension jusqu'au dernier moment, parce qu'il y a des surprises, il y a des gens qui ont été déclassés, qui ne s'y attendaient pas, donc ça peut arriver à tout un chacun. Même à vous? Pourquoi pas? Alors Rhône-Alpes est toujours très bien classé au guide Michelin avec 83 établissements étoilés cette année. Comment vous l'interprétez ce chiffre? C'est une belle région, Rhône-Alpes quand même. Il y a une offre qui est, je ne dis pas pléthorique, mais qui est très, très éclectique, où on retrouve pas seulement des 3 étoiles, mais aussi des 2 étoiles, des 1 étoile et beaucoup de bibes gourmands. Ça, c'est quelque chose aussi qui est à la mode. Nous avons eu un bib gourmand cette année dans un de nos restaurants, et ça compte autant qu'une étoile. Alors pour la première fois cette année, la présentation du guide Michelin a eu lieu au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, chez Laurent Fabius. C'est un symbole fort pour la gastronomie française? Absolument, absolument. C'est une reconnaissance un peu. Laurent Fabius a hérité dans son grand ministère du tourisme. Et pour nous, c'est une grande chance parce qu'il a vraiment pris les choses comme il fallait. Il y a aussi une reconnaissance culturelle de la grande cuisine française qui est partie intégrante. On peut dire que c'est le volet gourmand de notre patrimoine culturel. Et ça, on l'a bien compris. Et Fabius nous a ouvert grandes les portes de son ministère pour cette belle réception. Mais on le sait que la France, c'est le pays de la gastronomie. Il y a besoin de le rappeler, de le marteler? Oui, non, mais c'est à nous de défendre cette belle image qui s'étend dans le monde entier aujourd'hui. Alors, depuis lundi et le sacre de René et Maxime Meyer, de Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, vous n'êtes plus 5, mais 6 chefs en Rhône-Alpes à être classés 3 étoiles. Mais vous, à Vauna, vous avez une particularité, celle d'être à la tête de l'établissement le plus anciennement étoilé du monde. Oui, c'est exact, puisque le guide Michelin a 115 ans, je crois, et les étoiles ne sont pas arrivées tout de suite avec les premiers guides, c'est arrivé au début des années 20. Et donc, c'est en 1929 que ma grand-mère, Elisa Blanc, a eu la première étoile, et après, les choses ont été très vite. Elle a eu la 2e étoile en 1931, donc ça a été assez rapide. Et alors après, on a le record du monde absolu, c'est pas très glorieux, de lenteur pour passer de 2 à 3. Donc, il s'est passé 50 ans entre 80 et la 2e étoile qui était arrivée en 31. Alors, on a une petite surprise pour vous. On avait envie de vous montrer des images. Vous venez de parler de votre grand-mère, Elisa. Il y avait aussi votre maman, Paulette, qui a pris la suite de votre... qui a gardé les 2 étoiles. Voilà. Et moi, je les ai eues à mes débuts. Et on a ajouté la 3e quelques années plus tard. Alors, on avait envie de vous faire une petite surprise. Ce sont peut-être des images que vous connaissez, mais regardez. Aix-en-Provence, pour sa 2e semaine gastronomique, reçoit au Vendôme un cordon bleu, Madame Blanc. Des pommes de terre, mais oui, de simples pommes de terre, qui entrent dans la préparation de certaines crêpes, extraordinairement légères. La famille Blanc, à Vauna, fêtait 140 ans de cuisine en un siècle. C'est en 1872, en effet, que s'installait sur la place du Champ de Foire Madame Adolphe Blanc. Sa belle-fille, Elisa, qui lui succéda en 1902, devint la célèbre mère Blanc de renommée internationale. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est l'histoire de cette maison qui a commencé en 1872. Tous des paysans dans la Bresse depuis une quinzaine de générations et qui ont décidé, une génération s'est installée à Vauna sur la place du marché, près du champ de foire, et qui a décidé d'ouvrir une auberge, mais c'était surtout une limonaderie. On vendait le charbon l'hiver et la limonade l'été. Et c'est toujours l'épouse du père Blanc qui prenait en charge l'auberge. C'était très modeste au début, c'est seulement au début du siècle dernier que le restaurant est devenu connu par les représentants de commerce qui fréquentaient la table d'hôte. Et votre grand-mère, Elisa, avait été sacrée meilleure cuisinière du monde par le critique Kurnonski. Absolument, oui, on se rappelle de ça. Il avait laissé ça sur le livre d'or.
Alors en 68, à l'âge de 25 ans, vous avez pris le relais de votre maman au fourneau. Et j'ai lu que quand vous étiez adolescent, la cuisine, c'était pas forcément votre truc, c'était pas forcément votre but dans la vie. Non, c'est absolument vrai. La passion est vraiment née. Elle s'est amplifiée dès ma reprise de l'établissement parce que c'était le début des années 70. On parlait beaucoup de nouvelle cuisine. Moi, j'héritais d'un répertoire traditionnel, familial et régional qui était un peu immuable. Et j'ai apporté beaucoup de... Comment dire, l'expression est devenue plus libérée avec Gaumillot notamment. Et j'ai fait au fil des saisons des cartes qui étaient différenciées, mettant en œuvre les produits de la région, mais aussi des produits venus d'un peu plus loin. Mais je crois que c'était plutôt les cartes du monde qui vous passionnaient à l'époque. Oui. Je crois que vous avez été steward, vous avez même été cuisinier sur des porte-avions. J'ai fait mon école hôtelière à Thonon. Je suis sorti après de brillantes études. Mes parents m'avaient poussé dans cette voie parce que je ne pouvais pas faire le métier que j'avais envie de faire. Je voulais être pilote. Et j'avais appris à piloter à 17 ans et je voulais faire une carrière dans ce métier-là, soit comme pilote de chasse, comme pilote de ligne. Donc je suis rentré à l'école hôtelière, j'étais daltonien, j'ai pas pu faire ça. Et c'est là que la passion a commencé à s'éveiller, après mon retour dans l'affaire familiale. Il n'y avait pas d'obligation familiale, non. Tu reprendras les fourneaux, non, mon fils. J'avais une sœur qui avait 11 ans de plus que moi, qui n'était pas du tout motivée pour reprendre l'affaire. Donc c'était le fils cadet qui a pris la suite. Alors, Georges Blanc, vous êtes notre invité. En 1980, c'est votre couronnement à vous, cette fameuse donc 3e étoile au guide Michelin. Le chef qui va nous rejoindre tout de suite vient d'avoir cette semaine 2 étoiles d'un coup pour un restaurant, le 9e art, qu'il a ouvert à Lyon il y a un peu plus de 6 mois. Bonjour Christophe Roure, prenez place et félicitations. Bonjour. Vous connaissiez tous les deux ? Bien sûr, bien sûr. Oui. Je ne suis jamais allé à Saint-Just-Saint-Rambert, mais il a eu la gentillesse de m'inviter lors de son arrivée à Lyon. Et nous nous sommes retrouvés en bonne compagnie pour un excellent déjeuner, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Et vous avez déjà mangé à Vona ? Oui, bien sûr. Oui, c'est... Je l'ai découvert au hasard dans la salle de l'ancienne auberge un dimanche à midi où il était venu déjeuner en famille. C'était une belle rencontre. Oui. Qu'est-ce qui représente Georges Blanc pour vous ? C'est... Quand je suis rentré à l'école hôtelière, Georges Blanc avait déjà 3 étoiles. Et pour moi, déjà, c'était quelque chose peut-être d'inatteignable. Je ne pensais pas un jour avoir des étoiles, pratiquer la gastronomie, parce que c'est vrai qu'on décide de faire ce métier, mais on ne sait pas à quel niveau on va le pratiquer. Et donc, forcément, c'est le rêve, c'est quelque chose on touche pas du doigt. Alors je le disais, vous venez donc d'avoir 2 étoiles, ou plus exactement, vous avez récupéré les 2 étoiles que vous aviez avant dans votre restaurant, le 9e art aussi, à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Et donc vous les avez récupérées là en vous installant à Lyon. Donc je suppose qu'elles vous font un petit peu rêver, les 3 étoiles de Georges Blanc. Alors, l'idée c'est d'atteindre son niveau un jour ? Maintenant, oui, j'espère peut-être un jour, mais ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En suis-je capable ? Ça, je le sais pas encore. L'objectif en arrivant à Lyon, c'était vraiment, dans un premier temps, de récupérer ces 2 étoiles. Et puis après, on s'attachera peut-être à essayer de progresser encore. Georges Blanc, est-ce que 3 étoiles aujourd'hui en 2015, ça a la même valeur que 3 étoiles quand vous les avez eues au début des années 80 ? Oui, écoutez, c'est quelque chose que je raconte souvent, ça. J'ai l'honnêteté de reconnaître que le niveau 3 étoiles n'a cessé de s'élever. Il y a beaucoup de postulants qui voudraient avoir 3 étoiles, notamment quand on voit le mercato autour des palaces qui s'attachent à récupérer les meilleurs cuisiniers. Ouais. On ne boxe pas toujours dans la même catégorie, nous sommes des indépendants, toi et moi. Exactement. Et c'est vrai que c'est plus facile pour un palace d'offrir un service fastueux, d'avoir pléthore de cuisiniers, de pâtissiers. Pour vous donner un exemple, quand on a eu cette 3e étoile en 81, on faisait 2 fois plus de couverts, on était 3 fois moins nombreux en cuisine, on avait une carte à 28 plats, aujourd'hui on a une carte à 18 plats maximum. Donc ça veut dire qu'on a investi beaucoup. Vous savez, le personnel, la structure, c'est 40% du prix payé par le client qui va à la charge salariale. Salaire plus charge. C'est énorme. Donc on est obligé d'avoir un personnel nombreux pour tenir le niveau. Tout est fait au dernier moment. C'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux. Toi qui es un grand technicien, tu le sais très bien, on ne fait plus les mises en place. La sauce, moi qui suis très attaché à la sauce, parce que la sauce, c'est par définition l'assaisonnement liquide d'un plat, mais la sauce, c'est ce qui donne... Ce serait une aberration d'imaginer qu'on puisse, surtout dans la cuisine française, marginaliser l'importance des sauces. Je suis très attaché à la sauce, c'est ce qui donne
la puissance de goût dans un plat et qui fait l'harmonie du plat. Donc les sauces, elles sont assemblées au dernier moment. Autrefois, elles étaient préparées à l'avance, elles étaient réchauffées dans un bain-marie. Ça n'avait rien à voir avec la cuisine d'aujourd'hui. Là, c'est là où vraiment on s'aperçoit que le niveau s'est élevé. Donc ce que vous dites, c'est que Monsieur Roure va galérer encore plus que vous pour avoir ces 3 étoiles. Il est étoiles. largement au niveau. Il mérite 3 étoiles. C'est un grand technicien. Il fait une cuisine raffinée. Il est créateur, il est innovant. Non, mais il a déjà une bonne réputation. Il est meilleur ouvrier de France en plus. Il ne porte pas son col tricolore aujourd'hui. Et les étoiles, alors, ça booste une activité ou ça vous permet, vous, juste de monter les prix sur la carte? Ah non, du tout. Non. Déjà, ça récompense notre travail et ça permet de nous situer. Et puis, en effet, ça pérennise l'entreprise. Aujourd'hui, on avait déjà un certain nombre de clients qui demandaient à venir s'asseoir à notre table, mais un certain nombre ne nous connaissaient pas en arrivant sur Lyon. Là, cette semaine, vous n'avez pas ressenti l'effet 2 étoiles? Si, bien entendu. On est arrivé de Paris mardi et il y avait 200 mails de demandes de réservation pour venir manger. Donc ça booste alors les évidemment. étoiles. C'est 40%, une promotion, ça peut être 30 à 40% de clients en plus, c'est énorme. Exactement. Et l'inverse est aussi valable. Comment? Oui, faut se méfier, c'est-à-dire si on perd une étoile, attention, c'est dur sera la chute, quoi. C'est bien pour ça que, pour ma part, avant de penser à une 3e étoile, l'essentiel étant de pérenniser cette 2e étoile que nous avions à Saint-Just. Comment vous qualifieriez la cuisine de l'autre? Pour moi, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une cuisine qui m'a fait rêver. Aujourd'hui, nous, on est peut-être dans une démarche plus créative, mais je crois que c'est une question d'époque aussi. Donc, ce qui est important tout le temps, c'est de le faire avec son cœur. C'est ce qui compte le plus. Moi, je pense que la cuisine d'aujourd'hui, elle doit être adaptée à l'attente du public d'aujourd'hui, parce que nous, on a une grosse structure de personnel, mais le problème, c'est de mettre en face suffisamment de clients chaque jour pour pérenniser cette structure dans le temps. Et donc, je crois quand même que j'essaie d'abord de faire une cuisine qui régale et qui étonne si possible, et non le contraire, c'est-à-dire chercher à faire une cuisine qui va étonner à tout prix, mais qui en fait ne régalera qu'accessoirement. Exactement. Je crois que le débat tourne autour de ça. Oui. On a parlé beaucoup de cette cuisine moléculaire qui était l'avenir, mais il n'y a plus de public pour cette cuisine-là. Exactement. Voilà. Et moi, avec l'âge, je prends une certaine maturité par rapport à ça aussi. On ne doit pas être créatif pour simplement étonner. On doit être toujours dans la justesse. Et chaque jour et chaque fois que je crée, l'importance étant là. Ça ne m'intéresse pas de créer pour juste en mettre plein les yeux. Ça doit être d'abord, avant tout, un grand plaisir gourmand. Alors quand on regarde la liste de tous les chefs qui ont obtenu des étoiles lundi, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux ont fait leur classe chez des grands noms de la cuisine. Vous-même, Christophe, vous êtes passé chez Régis Marcon, chez Paul Bocuse, chez Monsieur Gagnère. Du coup, ça veut dire quoi? C'est quoi le message envoyé? Pour avoir des étoiles, il faut avoir fait ses classes dans des grands restaurants auprès de grands chefs? Vous êtes une caste? Non, mais c'est une transmission. Donc... de travailler dans l'élite, c'est toujours une transmission de qualité, c'est la rigueur, c'est le produit, le respect du produit, c'est les techniques, c'est tout ça. C'est très important, je pense, d'avoir un cheminement, ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelait autrefois le compagnonnage, à pouvoir accéder aux meilleures maisons. C'est extrêmement dynamisant, éclairant pour la suite de la carrière. Mais il faut quand même noter qu'il y a quelques autodidactes qui sont passés par aucune maison et qui ont pu accéder au sommet dans la hiérarchie. Comme René Maxime Meyer, par exemple. Peut-être. Enfin, ce sont deux autodidactes. C'est une belle illustration, vous avez raison. Ouais. Alors, ces deux promotions sont complètement différentes, Aleno et les deux meilleurs. Voilà. C'est vrai. Est-ce que pour avoir ces étoiles, il suffit juste d'être un excellent cuisinier? Est-ce qu'il n'y a pas, comme aux Oscars à Hollywood, pour obtenir un Oscar du meilleur acteur, est-ce qu'il n'y a pas une campagne à faire? Est-ce que finalement, c'est dû qu'à votre talent? Est-ce qu'il n'y a pas une campagne? Est-ce qu'il ne faut pas être présent dans la presse, faire parler de soi? Alors dans notre cas, si vous voulez, tous les deux, puisqu'on est tous les deux des indépendants, cuisinier c'est un métier, je le dis souvent ça,
Chef de cuisine, c'est un autre métier. Tous les bons cuisiniers ne sont pas forcément des bons chefs de cuisine pour créer, pour avoir les idées. Restaurateur, c'est encore un autre métier parce que produire et vendre dans toutes les professions, c'est différent. Donc il faut assimiler tout ça. Et chef d'entreprise, après, régler tous les problèmes, sociaux et divers, hein, c'est encore une autre métier. C'est encore plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Ouais. Mais voilà, il faut être le plus complet possible quand on est indépendant. Si on est cuisinier de palace, on ne règle pas tous ces problèmes comment dirais-je, qui viennent parasiter notre temps. Et on peut se consacrer entièrement à la cuisine. Nous devons nous consacrer aussi bien à la cuisine qu'à ces tâches-là qui sont inhérentes à notre métier de restaurateur. Mais du coup, est-ce que l'image compte et la campagne de promotion compte ? Enfin, moi, je n'ai pas d'attaché de presse personnellement depuis le début. Et ce qui compte, c'est le choix des clients. C'est si vous avez une bonne fréquentation, si vos clients sont gentils. On va parler tout à l'heure de blog. Vous avez les réseaux sociaux maintenant qui donnent une bonne image de la valeur de l'établissement, de s'il est digne ou pas digne de figurer dans tel ou tel classement. Exactement. Georges Blanc, petite question. On l'a dit, le Michelin est sorti cette semaine. Et parmi les faits notables de cette sortie, la Maison Bocuse a fêté lundi ses 50 ans de présence, de ses 50 ans de 3 étoiles au guide Michelin. Ça vous inspire quoi ? Alors ça m'inspire ce que disait Michelin dans une de ses campagnes publicitaires. Il disait « Les meilleures performances sont celles qui durent ». Il n'y a pas meilleure illustration entre nous. Vol Bocuse, un demi-siècle de 3 étoiles, c'est unique, je crois. Et je crois que Monsieur Point a duré un peu plus longtemps. Oui. Mais par exemple... Est-ce que ces grandes maisons, celle de Monsieur Bocuse, la vôtre, est-ce que moi je serais enquêteur du guide Michelin, j'aurais peut-être un peu peur de m'y attaquer ? Non, je ne pense pas qu'il soit protégé. C'est quand même un personnage particulièrement à part. Hein. Les Lyonnais, il fait partie du patrimoine lyonnais et du patrimoine français en concernant la cuisine. Il est connu dans le monde entier. Je crois que c'est une figure emblématique de la cuisine. Il a marqué toute une époque. C'est le gardien du temple. C'est lui qui illustre les valeurs d'un certain classicisme dans la cuisine. Il a un registre un petit peu immuable, mais qui est toujours d'une grande valeur pour son public. Voilà. Beaucoup de compliments, alors qu'entre les deux, vous vous êtes pas toujours fait des politesses. Je sais pas, bon. Difficile d'exister à côté d'un monsieur comme ça. Alors, il n'y a pas Surtout quand on vient chasser sur ses terres. Oui, vous livrez une petite guerre des brasseries à Lyon. Alors, il n'y a pas que le Michelin ou le Goemio qui distribue des étoiles à vos restaurants, messieurs. Il y a aussi de plus en plus les internautes. La toile a libéré la parole, vous l'avez dit. Et comme la gastronomie passionne les foules, eh bien, beaucoup de blogueurs amateurs créent leur page pour conseiller ou non tel ou tel restaurant. Que valent leur avis face à ces guides centenaires ? On accueille sur ce plateau Nelly Riolon. Bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans. Votre métier dans la vie, c'est chargé de communication pour de la lingerie. Oui. Mais votre passion, c'est d'animer un blog qui s'appelle Un lion dans la cuisine. Comment c'est né cette envie d'écrire sur la cuisine, de donner votre avis ? Alors, Un lion dans la cuisine est né au départ d'une envie de partage avec mes amis, ma famille, qui ne sont pas forcément sur Lyon. Et puis c'est vite devenu vraiment une passion d'aussi découvrir les pépites qu'on peut avoir dans notre jolie région de Rhône-Alpes et plus particulièrement Lyon. Donc c'est le partage et la passion qui m'ont donné envie d'ouvrir Un lion dans la cuisine. Vous lisez les blogs, messieurs ? Vous regardez vous lisez que la grande presse et les guides ? Non. Et il est important c'est aussi l'image de nos maisons. Tout à fait. Nous, on fait une veille permanente sur tous les réseaux sociaux. Ça donne une bonne indication. C'est très éclairant. Et on en tient compte. Vous en tenez compte ? Absolument. Parce que le problème qui se pose parfois avec les blogs, c'est la question de la légitimité. Est-ce que tout le monde, oui ou non, est capable de parler de cuisine et de donner son avis sur un restaurant ? Vous, ce problème de légitimité, vous vous êtes posé la question ? Pas vraiment dans ce sens-là, au niveau de légitimité. Après, j'ai le parti pris sur mon blog de parler de mes coups de cœur.
c'est important pour moi. C'est un blog qui est positif. Et du coup, je ne parle que des endroits où j'ai passé un bon moment, où j'ai bien mangé, où voilà, le service était là et le goût était là. Comme ça, vous ne fâchez avec aucun chef. C'est pratique. Mais c'est pas le but. C'est pas le but recherché. Effectivement, il y a des sites internet comme Yelp où je suis également, des réseaux communautaires, où là, il y a plus ce partage d'avis négatifs, positifs. Entre internautes. Et c'est plus sur ce genre de site communautaire que là, je laisserai des avis plus ou moins négatifs ou positifs. Je vais lancer une question à la cantonade, mais du coup, quand on voit toute cette activité, cette passion qu'il y a sur Internet, est-ce que les guides Michelin, Goemio, est-ce que c'est ringard du coup ? Est-ce que ça a encore une valeur ? Non, je pense à Michelin garde la primauté quand même. C'est la recommandation la plus recherchée par les professionnels en tout cas. Bon, ce qui est un peu gênant, par exemple des sites comme TripAdvisor, ce qui me gêne, c'est l'anonymat derrière lequel les gens s'abritent quand ils font une contribution. Ça peut quelquefois virer à la malveillance. On a fait plusieurs fois, on a pu pister quand même. Les gens qui avaient fait une contribution, c'était de la pure malveillance. Des maisons concurrentes. Voilà, absolument. J'ai un exemple précis sur Lyon, où on a fait retirer, quand on a eu la preuve et qu'on a contacté les personnes, ils disent bon, on retire. Voilà comment ça se passe. Donc, pour nous, c'est positif, mais avec quelques réserves quand même. Oui, c'est ça. On parle toujours de la légitimité dans ces cas-là aussi. Et nous, on en tient compte, mais... Voilà, c'est pas parce que la personne va mettre un avis défavorable qu'elle a forcément raison aussi. Maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Mais on regarde systématiquement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être avéré ou non. Après, je pense qu'il y a aussi un vrai partage et un vrai lien qui se crée entre les consommateurs, les clients qui ont apprécié ou non, et les restaurateurs, parce qu'apparemment, effectivement, vous en tenez compte de ces avis. Donc ça, je trouve ça super enrichissant, aussi bien pour le client que pour le restaurateur, je pense. Et je suis assez d'accord avec vous quand vous dites se cacher derrière l'anonymat, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a d'autres sites, je reparle de Yelp, mais c'est un site où là, on n'est pas sous l'anonymat. On dit ce qu'on pense. Avec notre nom, et donc c'est un petit peu différent que d'autres sites. C'est ce que j'ai voulu dire, parce que un journaliste spécialisé, il va écrire de la même façon qu'un blogueur ou que quelqu'un qui fait une contribution sur d'autres sites. Tout à fait. Mais par contre, le journaliste, il engage sa signature. Donc vous savez de qui il s'agit. Il a une crédibilité parce qu'on le suit dans sa signature un peu partout. Et bon, je pense que c'est son métier en fait. Mais fondamentalement, est-ce que tout le monde aujourd'hui est légitime à parler de cuisine ? Mais la cuisine, c'est un domaine qui touche un public universel. Qu'est-ce que c'est que la noblesse de notre métier ? C'est rendre le plus agréable possible la satisfaction d'un besoin élémentaire, celui de s'alimenter. C'est formidable, ça. Oui, moi, j'explique toujours, quand je vais à la rencontre de mes clients, ils me font part de leurs critiques peut-être, mais plus souvent de leur satisfaction, heureusement, et voire même de leur émotion. J'ai vu, surtout les dames, ça n'arrive pas tous les jours, pleurer d'émotion, parce qu'ils ne s'étaient jamais vus dans un lieu comme ça, ils ont passé un moment fabuleux. Et ça, même après l'addition, l'émotion, même après l'addition, c'est assez rare aujourd'hui. Nelly, vous êtes déjà allée... J'ai pas eu la chance encore de manger dans l'un ou l'autre des restaurants. J'espère. Vous reconnaîtrez. J'espère la prochaine fois. Ouais, c'est ça le truc. Là, elle n'est pas anonyme. Là, là, vous pourrez sortir le grand jeu. Là. Mais c'est vrai que je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le guide Michelin. Est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est un peu dépassé et je trouve que même si on est beaucoup dans l'ère du virtuel, je pense que le guide Michelin a toute son importance. Et d'ailleurs, ça se démontre encore cette année, l'engouement que ça a pris, etc. Et d'ailleurs, il collabore, je ne sais plus exactement depuis combien d'années, mais il collabore avec des blogueurs pour justement faire parler des restaurants qu'il peut y avoir dans le guide Michelin. Mais peut-être que les blogs ou les sites internet que vous avez cités, peut-être touchent un public qui n'est pas celui des guides, qui est peut-être un public, disons-le, moins fortuné, peut-être plus jeune aussi. Je pense que ça touche un peu tout le monde en fait. Que ce soit les grands restaurants, que ce soit un salon de thé. Je pense que sur la toile, vous êtes amené à trouver toutes sortes d'opinions, toutes sortes d'avis. Ce sont vos coups de cœur en fait. Comment ? Ce sont vos coups de cœur. Voilà, c'est ça, exactement. Par exemple,
Est-ce que cet engouement qu'on voit donc sur les blogs, sur Internet, est-ce qu'il peut être rapproché de l'engouement qu'on voit à la télévision pour les émissions de cuisine? Est-ce que finalement, ces blogs qui entretiennent l'idée que tout le monde peut devenir critique, est-ce que c'est pas la même chose que ces émissions de télé qui encouragent tout le monde à devenir un jour grand chef? Je pense que c'est complètement, c'est le reflet aussi de tout ça. Je pense que ces émissions ont apporté beaucoup à améliorer l'alimentation du plus grand nombre, parce que les gens ont appris beaucoup de recettes. Et le public de ces émissions, c'est un public jeune. Moi, ce ne sont pas forcément mes clients que je rencontre, ce sont leurs enfants. Ils me parlent de leurs enfants qui sont des spectateurs, assidus de ce genre d'émissions, qui sont extrêmement intéressantes. Et qui ne regardent pas forcément les guides papier à ce moment-là, et qui s'appuient plus sur ce qui se dit sur la toile. En tout cas, ça crée une émulation dans le monde des consommateurs, et puis aussi dans le monde qui est le nôtre, en suscitant beaucoup de vocations, des jeunes qui viennent vers nous, qui veulent faire la cuisine. Ça, c'est extrêmement positif. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une redécouverte du goût. Oui. Du goût des aliments aussi. Je sais qu'une fois, j'avais fait une démonstration avec un velouté de topinambour. Il y a des gens... Sur votre blog, vous proposez des recettes aussi. Alors, je propose des recettes et puis j'ai l'occasion de participer de temps en temps à quelques ateliers. Et c'est vrai que le topinambour, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit mais on connaissait absolument pas, merci beaucoup. Alors, j'ai contribué à ma hauteur, mais voilà, ça fait toujours plaisir de se dire que grâce à ces émissions, grâce aux grands restaurateurs, voilà, on a vraiment une rééducation au goût et au plaisir de manger des bons aliments, des produits frais, voilà. C'est un bel échange en tout cas. Nous, quand on va à la rencontre de nos clients, on nous pose beaucoup de questions. C'est pour ça que dans un restaurant fortement étoilé, il est indispensable que le compositeur de la musique et le chef d'orchestre soient là pour aller, comme à la fin d'un spectacle, rencontrer ceux qui ont vécu une aventure onéreuse, parce qu'ils ont quand même cassé la tirelire pour venir vers nous. Donc il faut que ce soit une vraie expérience. Et la valeur additionnelle, c'est la rencontre qu'on a avec ces gens-là, avec notre public, qui pose des tas de questions, comme aux blogueuses, pour connaître telle ou telle recette. Comment avez-vous eu l'idée de ce plat? Et puis on parle aussi même de l'histoire de la maison. Une maison doit avoir une âme. Et au-delà de la prestation de l'assiette, de la cuisine, il y a tout un ensemble de choses qui fait que la prestation est globale et peut être un grand moment. L'émotion. Oui, c'est ça. C'est toujours l'émotion. C'est ce que vous cherchez aussi dans les restaurants. Merci beaucoup Nelly Riolon d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre site, donc c'est un lion dans la cuisine.fr. Voilà. Toutes mes félicitations, Christophe Rohr, pour vos 2 étoiles. Merci d'avoir été avec nous. De La Voix est libre en compagnie de notre invité, le chef 3 étoiles Georges Blanc. Avec vous, nous allons passer en revue les événements qui ont fait l'actualité de cette semaine. Et on commence tout de suite par le second tour de l'élection législative partielle dans le Doubs. On en a beaucoup parlé. Il oppose un candidat socialiste à une candidate Front National. Division à l'UMP. Faut-il faire barrage au FN en appelant à voter PS, le fameux Rassemblement républicain, ou choisir l'option du Nini? On l'a vu cette semaine, Nicolas Sarkozy a été beaucoup dans l'embarras. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat, Georges Blanc? D'abord, moi j'ai beaucoup de respect, je dois dire, en préambule, pour tous les gens qui s'engagent dans la vie publique. C'est pas dans l'air du temps, mais je regarde beaucoup de considération parce que c'est beaucoup d'abnégation. Mais là, s'agissant de cette élection partielle, on n'est quand même pas au second tour d'une présidentielle dans le même cas de figure. Donc je pense que de laisser la liberté de vote à tous les partis, c'est plutôt ma tendance. Moi, je fuis les extrêmes, de toute façon. Je suis plutôt consensuel, mais dans ce cas de figure qui n'est pas, je vous dis, une élection majeure, comme ça pourrait être le même cas de figure dans le cas du deuxième tour d'une élection présidentielle, ça serait plus important. Mais là, un troisième député frontiste, est-ce qu'il y aurait la proportionnelle? Il serait là, de toute façon. Il vous fait peur, le Front National? Je ne suis pas électeur du Front National. Je vous dis, je suis contre toute forme d'extrémisme politique ou religieux. Vous êtes quel genre d'électeur? Plutôt de gauche, plutôt de droite? Plutôt humaniste, plutôt centriste. Plutôt centriste. Vous possédez une grande partie du centre-ville de Vona. Je crois que vous avez plusieurs immeubles. Ça vous a jamais donné envie de passer le cap et devenir le maire de Vona? Non, écoutez, mon père a été maire pendant 24 ans et moi j'ai fait un mandat de conseiller municipal, voilà. Mais je me suis bien battu, j'étais chargé du développement économique et j'ai considéré que ce qui pouvait le mieux favoriser le développement économique de ma commune et du coin, c'était d'avoir un accès à l'autoroute. Je me suis battu pour ça et nous avons eu gain de cause dans le début des années 90.
Ça aide d'avoir 3 étoiles. Je ne sais pas, peut-être, oui, pour des raisons touristiques. Mais qu'il y ait la sortie ou pas, les gens seraient venus à Vona quand même. C'était un moyen de leur faciliter l'accès, c'est vrai. Mais quand l'intérêt personnel rejoint l'intérêt général, on peut justifier l'action. Mais du coup, vous seriez pas appelé Georges Blanc, peut-être qu'elle n'aurait pas eu lieu, cette sortie d'autoroute. Mais je me suis battu pour ma région. Je suis ancré dans une belle région à laquelle je donne beaucoup, notamment par un mandat que j'exerce depuis 1976 au service de la volaille de Bresse, qui est un produit emblématique de notre région. Donc je travaille à aider à la valorisation et à la promotion de ce produit unique au monde. Et refaire de la politique, ça vous intéresserait pas du tout. Vous en avez tiré une si mauvaise expérience? Je viens de vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont engagés, mais il y a une incompatibilité totale entre mon engagement professionnel et tout engagement politique. Alors, autre sujet brûlant cette semaine, éminemment politique, la loi Macron. Face à la crise, le gouvernement essaye de booster l'activité et en parallèle de faire de grosses économies, ce qui n'est pas facile. Georges Blanc, vous êtes un chef, cuisinier, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Votre groupe emploie 300 salariés et votre chiffre d'affaires annuel, je crois, avoisine les 30 millions d'euros. Vous, la crise, vous n'avez pas l'air de connaître. Bon, on n'a plus les mêmes progressions à 2 chiffres qu'on a connues il y a 4-5 ans. Maintenant, on stabilise le chiffre d'affaires et on continue d'investir. C'est très important de créer des emplois. C'est très important de moderniser l'outil de travail pour nos personnels, pour aussi les clients qui viennent nous voir. On a besoin de se renouveler toujours par l'investissement. Mais la loi Macron, je ne connais pas exactement tous les amendements qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il en ressortira au final. Mais ce que je considère comme chef d'entreprise, c'est qu'il faut qu'on arrête de transférer sur l'outil de production, sur le travail, le poids de la charge sociale, si vous voulez. On robotise, on mécanise, on délocalise, mais nous, dans notre métier, c'est 40% de main-d'œuvre dans le prix facturé. Donc on a un poids de charge sociale qui est très lourd à porter. Et si on veut garder des prix raisonnables, il faut aussi qu'on modère nos charges. Comment vous percevez l'action de ce gouvernement ? Je pense que le pacte de responsabilité, c'est une bonne idée. S'il va à son terme, je pense que c'est avoir une certaine clairvoyance de prendre conscience de ce que je viens de dire. Encore faut-il que les patrons jouent le jeu. Vous jouez le jeu, vous ? Moi, je crée de l'emploi encore. Je crée beaucoup d'investissements. On est en train de construire un 3e hôtel à Vona, ce qui est une gageure. Un hôtel de 18 chambres avec un nouveau restaurant. Donc, c'est beaucoup de travail pour les entreprises. C'est un chantier à 2 millions d'euros et plus. Donc, plus un restaurant à Bourg qui a été entièrement reconditionné et dernièrement qui vient d'ouvrir il y a une semaine. Donc, l'investissement, il est permanent. Donc, on crée de l'emploi dans notre entreprise, mais on crée de l'emploi ailleurs. Vous gagnez bien votre vie, vous êtes attaché à votre territoire. Oui, je suis surtout attaché à mon travail parce que je suis un passionné. Je fais partie de ceux qui ont la chance d'avoir pu s'épanouir dans un métier formidable. Et je dis, c'est même plus que de la passion, c'est presque une addiction. Vous voyez, je viens de rouvrir la maison. Après un mois de vacances, je suis plus heureux que pendant mes vacances. Et petite question indiscrète, vous payez vos impôts en France ? Je paye tout en France. J'ai jamais eu l'idée de délocaliser ou d'avoir des comptes à l'étranger. Voilà. Mais non, je pense que la France est le plus beau des pays. Tous ceux qui sont partis, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Alors, autre sujet, le ministre de l'Agriculture l'a promis, l'utilisation des pesticides sera réduite de 50% à l'horizon 2025. Les pesticides provoquent notamment une surmortalité inquiétante des abeilles. C'est donc a priori plutôt une bonne nouvelle pour les apiculteurs, mais qui reste méfiant cependant. Le précédent plan gouvernemental avait été un échec. Regardez. Pour la santé des abeilles et la survie de la filière apicole, l'enjeu est très fort. Et du coup, y croire juste gentiment comme on l'a fait pour le Grenelle de l'environnement, ça ne suffit peut-être pas. Et donc du coup, c'est vrai que nous avons des doutes sur la volonté d'arriver à cet objectif. On peut faire aussi bien avec moins d'intrants, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas un agriculteur en Ardèche qui va dire le contraire. Après, il faut être très vigilant sur les, on va dire, entre guillemets, nouvelles maladies qui nous arrivent d'ailleurs. Georges Blanc, vous êtes sensible à ces questions agricoles ? Absolument. Vous êtes contre les pesticides ? Oui, absolument, oui. Disons que je suis un petit peu en porte-à-faux parce que je suis vigneron, donc il faut modérer l'utilisation des pesticides. D'ailleurs, toute la réglementation vise à modérer le recours aux pesticides. On le sait, par exemple, maintenant, il faut une qualification pour pouvoir faire les épandages de pesticides. C'est dur aujourd'hui de trouver des produits de bonne qualité, des produits sains ?
Non, je crois qu'il y a une bonne éducation du public et je crois que si on consomme moins, on va consommer mieux. C'est le problème du vin. Le vin, on recherche la qualité. Maintenant, on boit plus modérément, mais on boit du bon vin. Vous qui êtes, vous l'avez dit, président du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse depuis de nombreuses années, comment va la filière? Est-ce qu'en ce moment, elle n'a pas du mal avec toutes ces mesures de précaution qui ont été prises contre la grippe aviaire? Non, les seuls problèmes qu'on ait, ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de renouvellement de nos éleveurs qui partent à la retraite. Donc les élevages sont plus importants, on a moins d'éleveurs. Quand j'ai pris le comité en main, il y avait à peu près 400 éleveurs, maintenant on n'est plus que 300, mais les élevages sont un peu plus importants. On peut avoir des élevages de volailles en activité principale. Avant, c'était une activité complémentaire dont la femme avait la charge, vous voyez. Et ces mesures de précaution anti-grippe aviaire, vous en pensez quoi? On a connu ça dans le passé, au moment de la grippe aviaire. Oui, mais à chaque fois, ça met un coup derrière les oreilles de la filière. Oui, mais quoi. la volaille, c'est le produit, la viande la plus consommée dans le monde, parce qu'elle ne subit pas les interdits alimentaires. Et donc la volaille de qualité, elle aura toujours sa place sur les marchés. Et la volaille de Bresse, c'est le seul produit du genre qui a l'appellation d'origine contrôlée. Dans les signes de qualité, c'est le top du top. Donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir de cette filière. Dernier sujet d'actualité, beaucoup plus léger celui-là, c'est le début des vacances de février. Beaucoup de monde sur les routes. Les stations de ski des Alpes sont évidemment prises d'assaut. Le ski, c'est quelque chose, c'est un passe-temps auquel vous... Je l'ai beaucoup pratiqué jusqu'à ce que j'ai un accident il y a une dizaine d'années. Donc je ne skie plus. Mais bon, c'est un très beau sport que j'ai pratiqué longtemps. Et bon, c'est vrai, il y a la neige, apparemment, elle a tardé à arriver, mais elle est arrivée, il y a une bonne couche de neige maintenant, et ils vont passer du bon temps. Je les vois passer parce que je suis sur la route des Alpes, donc ils font étape. Dès ce soir, j'aurai beaucoup de futurs skieurs pour le week-end. Les vacances, c'est quelque chose auquel vous pensez ou vous n'avez pas le temps? Si, j'ai besoin de détente, j'ai besoin de partir avec ma petite femme et ma fille, donc j'y vais de temps en temps, mais je ne dis pas que c'est par dose homéopathique, mais tout au long de l'année, je peux faire des week-ends prolongés, et puis en janvier, j'ai mes vacances au soleil. Est-ce qu'un grand chef comme vous songe parfois à la retraite, à ce temps libre, justement? Non, honnêtement, non. La retraite, vous y pensez pas? Tant que je suis en forme physique, tant que j'ai la même passion, qui pour le moment... est présente, je vais continuer vraiment. Je m'entends bien avec mon fils qui a 25 ans, qui m'accompagne. Vous voyez, il est arrivé à mi-parcours. Je suis arrivé à Vona il y a 50 ans à l'affaire familiale. Mon fils est arrivé 25 ans après. 25 ans plus tard, il est toujours à mes côtés. Vous songez à la suite, à la relève? Oui, sans doute. Mon fils, j'ai une fille aussi qui est jeune, qui a 7 ans, mais qui est extrêmement motivée malgré son jeune âge. Et l'avenir de votre maison, après vous, vous y pensez? C'est quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète? Oui, bon, j'ai voulu cette notion de village qui s'est constituée. Je suis parti de 120 mètres carrés, la limonaderie, et on a supprimé la limonaderie, ça a permis des extensions. Après, on a acheté différents immeubles. On a créé l'ancienne auberge en 90, qui est notre conservatoire de cuisine classique, familiale. Et puis aujourd'hui, on a un hébergement qui va être plus de 80 chambres au printemps. Donc ce village sera toujours... existera toujours, c'est unique, ça attirera toujours suffisamment de monde pour être pérennisé dans le temps. Dernière question, justement racheter tout ce village, c'est pas un peu mégalo? Non, alors c'est pas du tout un hégémonisme malsain, c'était une volonté de protéger l'endroit et faire un village dans le village, c'était une vision que j'ai eue il y a 40 ans et qui s'est concrétisée pour le bonheur de tout le monde, de nos visiteurs, des gens qui y travaillent. Dernière question. Vous êtes encore en cuisine? Vous avez oui, encore... je reste le chef d'orchestre. Que vous êtes aussi un chef d'entreprise, et vous avez plein de choses à faire. Et le compositeur surtout de la musique, vous voyez. Ce soir, j'ai un essai de programmé, voilà. Un amuse-bouche dont j'ai eu l'idée. Donc vous continuez? Je continue, c'est ma passion. Je suis le créateur. J'évacue de mon emploi du temps toutes les tâches qui peuvent être aussi bien faites par d'autres que par moi. Et je me consacre à la création et à l'échange avec mes clients visiteurs. Merci beaucoup Georges Blanc d'avoir été notre invité. Cet après-midi, ne ratez pas sur France 3 Rhône-Alpes votre documentaire du samedi qui sera consacré aujourd'hui à la ville de Vichy et à son histoire hors gouvernement de Pétain. Et puis juste après, c'est Chroniques d'en haut. Laurent Guillaume vous emmène à la Plagne pour vous faire découvrir heure par heure le fonctionnement d'une station de ski. Voilà, c'est la fin de cette Voix est libre. Merci à Adrien Gros-Radnez, aux techniciens et aux documentalistes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Un merci tout particulier également à Odile Mattei, ma consoeur 3 étoiles, qui a été d'une aide précieuse. La semaine prochaine, vous retrouverez dans ce fauteuil Olivier Michel pour son grand retour. Son invité sera Olivier Brachet, l'un des bras droits historiques de Gérard Collomb, délégué au logement, qui vient tout juste de claquer la porte de la métropole pour Divergence, un mois à peine
après sa création. Voilà, il est temps qu'on arrête. Bon appétit et très bel après-midi à vous. Merci encore.